Salut à tous et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les finales du Pacifique de basketball qui ont lieu le 25 octobre en Nouvelle-Calédonie. Donc Jamie Weymouth, un coup de projecteur sur les basketteuses de Tahiti, l'équipe Aorai. On en parle dans notre rubrique C'est Sport. Ensuite, nous parlons reproduction des chevaux dans notre rubrique Grandeur Nature. Camille Monnier nous emmène dans une étalonnerie de Nouvelle-Calédonie. Et enfin, c'est mercredi, c'est les sorties cinéma. Donc Chloé se fera un plaisir de nous en parler dans notre rubrique Demandez le programme. Pour l'heure, retrouvons notre invité du jour. Alors, je reçois aujourd'hui un artiste qu'on a déjà reçu, donc Jean-Luc Leroux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Non, c'est mon plaisir de revenir ici. C'était sympa la première fois et j'ai bien aimé. Alors justement, la première fois, vous avez annoncé la sortie de 7 albums d'ici la fin de l'année. Donc, chose annoncée, chose réalisée. Voilà. Alors, cet album s'appelle Voyage, Amour, etc. Pourquoi ce titre ? Eh bien parce que je compose souvent mes chansons pendant mes voyages. Et chaque chanson est un peu une histoire d'amour avec les contrées que je rencontre, avec les gens que je rencontre, avec la musique que j'entends. Et pourquoi etc. Parce que dans cet album, j'ai aussi exceptionnellement 2 chansons ennemies que je n'ai pas vraiment composées. Voilà. C'est-à-dire des chansons ennemies ? Alors, il y a déjà une chanson où c'est un duo avec une chanteuse américaine qui s'appelle Amy Ames, avec qui on a fait quelques tournées, qui est tombée amoureuse de mes chansons il y a 2 ans de ça, et qui voulait faire un duo avec moi. Elle a aussi écrit des paroles américaines sur mes chansons précédentes. Et là, du coup, on a fait un duo ensemble. Et puis, les autres musiques, j'ai repris une chanson de country et bluegrass que je jouais il y a 40 ans, et qui n'est pas de mon répertoire, et j'avais dit il y a 40 ans, je ferai cette chanson un jour sur un CD, voilà. Et puis lors d'une de mes rencontres à Tahiti, avec un groupe de danseurs et de chanteurs tahitiens, la chanteuse du groupe m'a dit, tiens, la mandoline c'est marrant avec la musique tahitienne. Ah oui, donc on a joué votre instrument de cœur. Voilà, donc on a joué un petit peu, puis elle m'a dit, tiens, je vais te faire écouter une chanson. Et cette chanson s'appelle Tepuanoa. J'aimerais bien que tu fasses cette chanson-là sur ton album. Et j'ai dit ok, j'ai promis et j'ai fait. Voilà. Alors le style de musique n'a pas changé, toujours du country. C'est toujours de bluegrass et country music. Oui. D'accord. Alors combien, est-ce qu'on peut rappeler en fait les albums que vous avez à votre actif aujourd'hui ? Eh bien, j'en ai fait quand même quelques-uns. En Calédonie, depuis que je suis en Calédonie, j'en ai fait un qui s'appelle Interdeps avec des amis de France qu'on s'était pas revus depuis 30 ans et on avait décidé de refaire un CD. Ensuite, j'en ai fait un qui s'appelle De Nashville à Nouméa, un autre qui s'appelle comment il s'appelle ? Il s'appelle Country Lagoon, un autre qui s'appelle Calédonie Country Love, un autre qui s'appelle Ma Mandoline, Mamando et moi, un autre qui s'appelle Harmonic South que j'avais fait aux USA entre-temps, et puis celui-là. Voilà. Celui-là qui s'appelle Voyage, Amour, etc. Alors, comment justement on va dire, faire intégrer le country dans un pays où on écoute souvent du kanika, du tahitien, du reggae, de la musique wallisienne. Ouais, le country quand même. Il a sa place quand même. Il a sa place, oui. Quelque part, je pense que déjà dans le Nord, les gens écoutent beaucoup de country parce qu'il y a beaucoup de stockman, il y a beaucoup il y a l'agriculture. Et comme c'est un peu calqué sur ce qui se passe en Australie, malgré tout, les gens aiment cette musique. Et j'ai une émission de radio sur une station concurrente de country, et je peux vous dire que j'ai entre 20 et 25 000 auditeurs par semaine. Mais comment faire aimer justement cette musique à d'autres personnes qui, on va dire, qui n'écoutent pas souvent, qui écoutent plus du kanika ou du wallisien? Comment on fait pour écouter? Mais je pense que je ne désespère pas un jour de faire de la musique en mélangeant un peu la country et le kanika. C'est quelque chose qui est faisable, bien sûr. Et je l'ai vu faire avec du hip-hop, je l'ai vu faire avec du rock and roll. Et même avec du jazz. Et avec du jazz, tout à fait. Du western swing, c'est très proche de la country music. Moi, un jour, je ferai de la musique. Je ferai au moins un morceau avec un mix kanika et country. De la même manière que j'ai dit que je ferai un morceau tahitien,
je ferai un morceau Kaneka Mix Country, c'est sûr, parce que j'en ai envie en plus. Voilà. Et vous composez toujours vous-même Oui. vos morceaux. Où est-ce que vous allez chercher votre inspiration? Comme je l'ai dit au début de Vos l'entretien, voyages. dans mes voyages, des fois sur des ressentis que j'ai en rencontres rencontrant aussi. les gens, des rencontres bien sûr, quand je vois des beaux paysages. Et puis là, en l'occurrence, le titre Ma Calédonie, c'est parce que c'est ma Calédonie et j'ai voulu effectivement écrire une chanson sur la Calédonie que je connais depuis si longtemps, qui m'a si bien accueilli à l'époque quand je suis arrivé. Et ça, pour moi, quel que soit l'endroit où j'aille aujourd'hui, je pense que ce pays restera toujours en moi, quoi. Alors justement, avant de lancer l'extrait justement sur cette chanson, hein, Ma Calédonie, est-ce que vous avez des concerts d'ici là prévus? Il y a Ou des projets encore? Oui, Peut-être une autre sortie? Oui, il y a des projets. Il y a un projet, c'est je repars au mois de janvier, je repars 3 mois aux USA pour une tournée encore. Vous voyagez beaucoup, hein, vous avez de la chance. Oui, mais j'adore ça. J'adore ça. Et puis on dit que les voyages forment la jeunesse, mais surtout ça permet de s'ouvrir, de s'enrichir l'esprit et de découvrir des choses qu'on ne connaîtrait pas si on restait dans son pays. Or, la Calédonie est un beau pays, il y a beaucoup de choses à voir, mais il faut sortir un peu voilà, pour ramener aux gens un petit peu ce qu'on voit et leur donner un petit peu de rêve aussi. Voilà. Voilà, donc c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Donc Jean-Luc Leroux, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité, surtout. Moi, je suis toujours très touché quand les gens pensent à moi comme ça, c'est gentil. Merci. Voilà, merci. Donc, et pour réellement se quitter, donc je vous propose d'écouter cet extrait, Ma Calédonie, de cet album, Amour, donc Voyage, Amour, etc. Ma Calédonie est là, cachée au fond de moi. Elle a su m'accueillir et me montrer la voie. C'est dans mes pensées qu'elle vit quand je m'en vais au loin. Et ce pays restera le mien. Ma Calédonie, c'est le pays des enfants sourires. Et je sais bien que je ne pourrai pas l'oublier. Si jamais je dois un jour ou l'autre m'en aller, c'est un bout de mon âme que je laisserai partir. Ma Calédonie est là, cachée au fond de moi. Elle a su m'accueillir et me montrer la voie. C'est dans mes pensées qu'elle vit quand je m'en vais au loin. Et ce pays restera le mien. Arrivé tout jeune dans ce pays du Pacifique, j'ai connu le bonheur et des amitiés sincères. Tout était facile et la vie était magique. C'est sans souci que nous vivions ces belles années-lumière. Ma Calédonie est là, cachée au fond de moi. Elle a su m'accueillir et me montrer la voie. C'est dans mes pensées qu'elle vit quand je m'en vais au loin. Et ce pays restera le mien. Revenu plus tard, longtemps après l'avoir quitté, je l'ai trouvé changé, la mûrie dans le temps. Elle est devenue ce pays qui s'est inventé dans un destin commun bâti avec tous ses enfants. Ma Calédonie est là, cachée au fond de moi. Elle a su m'accueillir et me montrer la voie. C'est dans mes pensées qu'elle vit quand je m'en vais au loin. Et ce pays restera le mien.
Salut Davina. Salut Elise, bonjour à vous à la maison, j'espère que tout le monde va bien. Ça va, ça va. Donc on va commencer tout de suite l'agenda avec cette information, un appel au bénévolat qui est lancé par l'Union des familles et des amis des malades handicapés mentaux de Nouvelle-Calédonie. Ils cherchent à développer leur nombre de bénévoles, on va dire ça comme ça. Ils essayent d'avoir des bénévoles un peu partout dans toutes les communes du pays. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler le 43 45 95, voilà, si vous avez du temps libre, pourquoi pas le consacrer à ces personnes. D'accord. On poursuit un peu dans le même, on va dire dans le même thème, on poursuit avec le Téléthon. C'est ça, donc la 20e édition du Téléthon aura lieu les 6 et 7 décembre. Donc le coordinateur demande à toutes les associations, les clubs sportifs, les municipalités, enfin tous ceux qui souhaitent organiser des événements à cette date ou à une autre date d'ailleurs, de se rapprocher de lui et puis de l'appeler donc pour voir ensemble ce calendrier. Donc il faudra appeler le 77 25 00, toujours dans un souci d'organisation, je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, une petite information pratique qui nous vient de Bourail. C'est ça. Alors, une information pratique qui concerne la circulation en raison des travaux qui sont effectués au niveau de l'Office des postes et de télécommunications. Eh bien, la circulation sur la RM6 route de Poéo, en fait, elle est un peu perturbée. Donc cette route, elle est située entre l'entrée du FSH et la vallée de Roblin. Donc elle est réglementée comme suit jusqu'au 15 avril 2015. De 6h à 17h du lundi au vendredi inclus. La circulation est faite par demi-chaussée en alternance. Donc voilà, et la limitation de vitesse, c'est 30 km/h. La circulation pourra même être interrompue à certains moments. Donc voilà, faites attention. Voilà, vous l'avez bien compris, roulez doucement et j'espère que le message est bien passé. Quant à nous, on continue un peu plus loin, donc dans la commune de Vaud. C'est ça, à Vaud, on va parler de l'écomusée. Élise, tu sais que là-bas, il est proposé du mardi au dimanche de 8h à 17h de venir découvrir les différentes étapes de transformation du café, donc du caféier jusqu'au café que tu as dans ta tasse. Voilà. Donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas. Vous pouvez même y aller avec vos enfants puisqu'il y a aussi des animations pour eux qui sont prévues. D'accord. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Et direction, cette fois-ci, Coné avec la médiathèque de l'Ouest et ses activités pour la semaine. Tout à fait. On parle des activités du 24 au 27 novembre. Il y aura la dernière desserte de l'année. Donc les agents passeront bien sûr dans les établissements. Ils viendront récupérer les livres qu'ils ont laissés. Donc voilà, avis aux institutrices, ce message est pour vous, pour les régions de Coné, de Pointe-Bout, de Poya et puis aussi de Kaala-Gomène. Une autre info aussi, Élise, il y aura la projection de Contact, un court-métrage de Roland Rossero qui sera projeté le samedi 29 novembre en salle d'animation de la médiathèque à 10h. C'est ouvert à tous, ça dure une vingtaine de minutes et puis c'est dans le cadre du festival Coup de Ciné. Voilà, donc un peu de musique pour suivre avec le festival Esme la musique, c'est ça C'est ça, Élise, le festival Esme la musique organisé par la province Nord, mais aussi par différentes communes, notamment Yinguen, Ponériouin, Wailou, Touo et Puebo, ainsi que le centre culturel Guama Boirat. Ça se déroulera le vendredi 12 décembre sur le site de Vieux Touo. Donc sur scène, bien sûr, il y aura des groupes de chez nous. Il y aura notamment Kaya Gang de Ponériouin ou encore Paladjé de Touo, pour ne citer que ces deux-là. Et puis il y aura aussi des groupes invités, notamment Nayo du Vanuatu ou encore un groupe des Salomon, donc One Talks Small Jam. Donc voilà. Si vous souhaitez donc participer à cette journée, à ce spectacle, sachez que c'est de 14h à minuit. Et si vous êtes intéressé, un numéro de téléphone à vous communiquer, le 42 80 74. N'hésitez pas, rapprochez-vous aussi des mairies, elles sont là pour vous enseigner. D'accord. Donc celles que j'ai citées tout à l'heure, je vous les rappelle, Wailou, Ponériouin, Touo et Puebo. Et on finit cet agenda du côté de Nouméa. On s'arrête quelques minutes sur un hommage fait à une créatrice de parfums calédonienne, donc en la personne de Sandrine Vidot. C'est ça, Élise, dernière information. On rend hommage à cette artiste créatrice de parfums, comme tu le disais, donc Sandrine Vidot, qui nous a quittés l'an dernier. Eh bien, 3 de ses amis ont décidé de lui rendre un hommage et à travers une exposition qui s'appelle Distillation éphémère. Ça se passera, pour ceux qui souhaitent, du côté du Château Hagen. Donc, je vous donne les jours et les heures d'ouverture pour y aller. Alors, c'est du mercredi au vendredi de 15h à 18h et du samedi au dimanche de 11h à 18h aussi. Sachez que voilà, c'est pour rendre un hommage à cette grande dame
je ne sais plus comment dire ça, mais du territoire, voilà, tout simplement. Et je sais qu'elle adorait le santal donc, du pays, surtout le santal qui venait de Ningoni. Donc voilà, merci Davina d'avoir partagé tes infos à nos chers téléspectateurs. Allez, à demain. À demain, Élise. Au revoir tout le monde. Allez, on retrouve Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, donc on parle de basket. Le 27 octobre dernier se sont déroulées les finales de la Coupe du Pacifique. C'est ça, bonjour Elise et bonjour à tous. Donc des finales, comme vous le savez déjà, qui ont vu les victoires de la JS VDT contre Excelsior chez les hommes et des Polynésiennes de Aorai chez les filles au détriment de l'AS 6e kilomètre. Donc qui ont proposé de belles finales avec beaucoup d'engagement, des 3 points, de belles combinaisons de part et d'autre, avec un spectacle haut en couleur proposé par des équipes qui veulent marquer leur territoire, leur hégémonie, leur domination dans la région Pacifique. Tahiti contre Calédonie, tout le monde le disait, tout le monde le sait. Dans le sport, ce derby fratricide entre deux frères a toujours proposé des matchs intenses, comme on le dit dans un derby, entre à celui qui perd. Donc fort ou pas fort, niveau supérieur ou égal, le jugement vous appartient. Mais aujourd'hui, c'est l'équipe d'Aorai que l'on va rencontrer dans ces sports. Aorai qui est la formation la plus titrée du basket tahitien. Alors, l'équipe d'Aorai, c'est la plus titrée de l'histoire du basket polynésien. Voilà, donc, la meilleure équipe. Alors, quelle est la situation actuelle en championnat? Donc, l'équipe d'Aorai, en ce moment, le championnat n'a pas encore débuté pour les joueuses tahitiennes pour la simple raison qu'elles évoluent dans un championnat à une vitesse. C'est-à-dire que la formation d'Aorai est tout simplement seule dans son championnat en fédéral qui est la meilleure division, l'élite du basket tahitien. La meilleure équipe se retrouve donc dans un championnat avec aucun adversaire. Et comme on dit, s'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de match. Alors, comment se fait-il donc il n'y a pas d'équipe de basket dans les autres communes de Tahiti? Alors, il y a des équipes de basket dans les zones communes, dans les autres communes de Tahiti, mais elles évoluent dans la division inférieure qu'on appelle le championnat district, qui est juste en dessous du championnat fédéral auquel participent les filles d'Aorai. C'est une situation étonnante pour les filles donc, qui pourraient nuire au basket féminin sur Tahiti. Aorai, c'est tout de même, je le répète, la meilleure équipe de Tahiti et c'est elle qui compose en grande partie la sélection tahitienne qui a été médaillée d'or durant les derniers Jeux du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. C'est une équipe qui dispose d'une belle génération de basketteuses. Le seul bémol pour cette formation, c'est qu'elle se retrouve, je le répète, dans un championnat à une vitesse, le championnat fédéral. Donc heureusement qu'il y a les compétitions internationales, comme les finales de la zone Pacifique, pour justement qu'elles puissent garder le rythme. Voilà, comme tu dis, Élise, heureusement qu'il y a cette compétition internationale, la Coupe du Pacifique. Et je dirais que c'est tant mieux aussi pour nous qu'il y ait cette finale, car cette finale nous a permis de pouvoir les rencontrer. Je vous propose de les retrouver dans ce reportage. C'est une équipe quand même qui a l'habitude des titres sur Tahiti. Maintenant, il y avait deux équipes qui étaient l'équipe d'Excelsior aussi en féminine. Aujourd'hui, l'AS Aorai est pour la 6e ou 7e fois consécutive championne de Tahiti. Donc ensuite de ça, je veux dire, le championnat, c'est vrai, a connu des difficultés cette année. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on y réfléchisse beaucoup pour qu'elle puisse, elle, avoir un championnat un peu plus décent, c'est-à-dire avec des équipes féminines qui puissent jouer le jeu. On commence aussi à avoir un peu l'habitude, ça fait peut-être une dizaine d'années de suite qu'on est champion de Tahiti de basketball, donc
on a un peu l'habitude de tout ça. On est quand même un club assez bien structuré. Nous avons des écoles de basket, des équipes de jeunes nous participons à tous les championnats qui sont mis en place au niveau des jeunes et des moins jeunes, quoi. Donc c'est un travail de longue haleine et qui dure maintenant plusieurs années. J'ai commencé dans ce club, petite. J'ai fait Poussine, Benjamin, je suis partie en France et je suis revenue en cadette. Et j'y suis jusqu'à présent. Ben, on est assez soudés entre nous. Il n'y a pas de truc derrière le dos, on se dit tout en face. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de souci. Ce sont des filles qui veulent jouer et qui sont toujours là. Si tu fais quelque chose de pas bien, une mauvaise décision et tout, ben, elles vont être là derrière toi pour te bousculer. Donc oui. La qualité principale de cette équipe, on va dire le collectif. C'est une équipe qui s'entend bien. Sinon, il y a aussi des joueuses qui sont complètes. Adresse, rapidité, agressivité. C'est une bonne équipe, ouais. C'était une équipe qui s'est renforcée cette année avec la venue de deux joueuses d'Excelsior. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble parce que bon, elles sont depuis 6-7 ans ensemble et elles connaissent les grosses compétitions, qu'elles soient des compétitions sur la zone ou les compétitions internationales avec les sélections. Donc on a des joueuses qui sont, on va dire, complémentaires et qui ont une grosse cohésion de collectif, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc avec ma petite sœur, on a décidé de changer de club. Donc aller à Auray où il y a les filles qui sont de la sélection pour les côtoyer justement en vue des préparations des prochains Jeux. Oui, ben, les Sœurs de France, ça peut que nous faire du bien, ça c'est clair. Après, ben, il a fallu les intégrer dans l'équipe. Et du fait qu'on joue déjà ensemble en sélection, ça a été un peu plus facile parce qu'on avait déjà quelques repères sur le terrain. Et après, c'était l'intégration à l'intérieur du club. Ben, mon intégration s'est bien faite puisque ce sont des filles que je côtoie en sélection depuis quelques temps maintenant. Donc au niveau de l'ambiance, il n'y a pas de souci. Ensuite, au niveau du jeu collectif, j'ai eu un peu de mal parce qu'elles ont leur jeu à elles, leur système et surtout leur défense. Donc c'est là où j'ai buté et que j'ai dû apprendre et réapprendre. Mon rôle, apporter surtout de l'adresse parce que les filles me cherchent beaucoup pendant les entraînements pour que je puisse mettre mes 3 points. Et souvent je suis en position à 3 points prête à recevoir le ballon. Dans l'équipe, je joue à l'aile, mais parfois je jouerai à la main aussi. Tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, or breathe politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for now. Je pense que c'est surtout des filles qui ont un gros état d'esprit de compétitif, quoi. Elles ont l'habitude de jouer, comme je le disais auparavant, des grosses compétitions. Ensuite, je veux dire, ce sont des qualités aussi de joueuses intrinsèques. On a des joueuses de talent et en même temps, on a l'expérience et la jeunesse qui sont réunies dans ce collectif. C'est un petit peu la même chose avec les joueuses calédoniennes qu'on connaît très bien d'ailleurs. Je veux dire, l'équipe du 6e kilomètre font partie aussi des très bonnes équipes. C'est une équipe qui est championne de Calédonie. Oui, l'équipe de la 6e, ça fait quand même 6 ou 7 ans qu'on les voit, qu'on les rencontre, qu'on a sympathisé, même avec les dirigeants. Donc on s'est lié d'amitié avec. Donc, La première fois qu'on a joué contre elles, on les a sous-estimées. On a failli perdre. Et maintenant, on sait que quoi qu'il arrive, il va falloir se donner à fond sur le terrain, même si sur le papier, on a peut-être une équipe qui peut paraître plus forte. Mais on sait qu'elles ne vont rien lâcher. Ce sont des filles, la 6e kilomètre, qui
qui sont très agressives et combattantes, elles lâchent rien. Donc même si elles ne sont pas peut-être au top physiquement, même si elles sont en fin de championnat, peut-être qu'elles sont dans une phase descendante, ben, elles seront là, quoi, elles lâcheront rien, elles seront sur toutes les balles. On est un peu plus, peut-être un peu plus fort, parce qu'on a quand même bénéficié ces dernières années d'une très bonne génération. Et je pense que dans les années à venir, au niveau féminin, la Calédonie va nous dépasser. On a une génération qui à un moment donné, va s'essouffler. Et puis, voilà, je veux dire, il faut qu'on soit beaucoup plus présent dans le domaine de l'école, des écoles de basket dans pratiquement tous les clubs. Et je veux dire, c'est à peu près c'est un peu la même chose un petit peu partout, même en Calédonie. J'ai pu discuter un peu avec son cadre technique et Angelo. Et voilà, on ressent les mêmes besoins, les mêmes difficultés. Et nous rencontrons beaucoup de problèmes à garder les féminines au niveau des championnats. Je pense qu'il faut attendre la relève. Il y a une petite relève qui arrive et ça va s'équilibrer tout seul, je pense. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed. Voilà un match qui s'est soldé par la victoire des joueuses d'Aorai sur le score de 79-47 au détriment de l'AS 6e kilomètre. Pour rappeler le contexte, cette rencontre fut le premier match de la saison pour les joueuses de Tahiti, contrairement aux joueuses de l'AS 6e qui ont déjà plusieurs matchs de championnat dans les jambes, sachant qu'ici, on arrive à la fin de la saison 2014 de basket. Donc finalement, ce sont des joueuses de haut niveau, avec aucune préparation. Elles arrivent à battre la formation calédonienne. Je dirais que l'expérience a parlé, mais surtout les qualités individuelles des joueuses, notamment Alizée Lefranc, on l'a vu dans le reportage, réputée comme étant une excellente meneuse de jeu, très adroite durant les derniers Jeux du Pacifique. Elle avait marqué les esprits avec de nombreux paniers à 3 points. Dans la défense de l'équipe, il y avait une excellente Maya L'extrait qu'on a vu également dans le reportage. Impériale au pied du panier, auteur de nombreux contres. Et enfin, l'entraîneur Georgie Adams, qui était ancien joueur professionnel. Il a évolué en Pro A. En métropole, dans le club de Villeurbanne, à Limoges, mais il a également été entraîneur de l'AS Monaco. Il faut dire qu'en ce moment, Aorai dispose de nombreux atouts qui peuvent les faire gagner. Mais la question que l'on pourrait se poser, c'est jusqu'à quand ? Alors l'entraîneur Georgie Adams disait dans le reportage qu'il faudrait que la situation du championnat fédéral change pour ces joueuses. Est-ce qu'il y a des initiatives, des projets prévus ? C'est vrai qu'il disait dans ce reportage que les basketteuses calédoniennes, les basketteuses tahitiennes d'Aorai connaissent en ce moment une période assez difficile au niveau du basket polynésien. Comme on le disait en premier plateau, ils évoluent dans un championnat toutes seules. Donc aucune équipe pour jouer contre, aucune équipe pour pouvoir s'affronter. C'est difficile pour garder le rythme, c'est difficile pour pouvoir progresser. Donc du coup, il aimerait que la situation change. Est-ce qu'il y a des initiatives de prévues ? Je vous propose qu'on écoute la réponse de Maya L'extrait, capitaine de l'AS Aorai, corroborée par les propos de l'entraîneur Georgie Adams. Non, le basket, il est un peu en déclin. La Fédé, là, ces derniers temps, ils essayent de remonter le truc. Chez les filles, c'est très dur parce qu'il y a un écart de niveau énorme. Et le fait que les deux sœurs soient venues dans notre équipe, les autres ne veulent pas jouer contre nous. Donc on est obligé d'intégrer le championnat cadet. Donc on va jouer contre les cadets cette année pour essayer de faire des matchs déjà et puis de pouvoir jouer. Et non, c'est difficile. Surtout en filles, c'est difficile. En fait, on est la seule équipe à être en fédéral. Tous les autres sont en district. Et donc, il y a toute une première partie du championnat où on va jouer contre les cadets. Et la deuxième partie, pour pouvoir justement faire la sélection pour la Coupe du Pacifique et jouer contre les champions de Calédonie, là, on va intégrer le district. En fait, je crois qu'on va prendre les 4 premiers du district pour intégrer le championnat fédéral. Pour que les filles puissent avoir un championnat digne de ce nom. Et puis, je veux dire, ça va leur faire un peu des bons matchs de
de préparation pour les prochaines échéances. Voilà, donc on espère que les choses vont avancer pour les C'est filles clair. d'Aoraï, car plusieurs échéances les attendent. En effet, Elise, il y a les Jeux du Pacifique donc l'an prochain pour PNJ 2015, mais il y a surtout le match de Coupe de France. Ce sera le grand rendez-vous de la saison pour les joueuses d'Aoraï. Leur victoire contre l'AS 6e les a qualifiées directement pour les 32e de finale de la Coupe de France qui se dérouleront durant le mois de janvier. Si l'adversaire, si le lieu et la date ne sont pas encore définis, il se pourrait que le match se déroule sur Tahiti. Une grande première pour ces joueuses car jusqu'à présent, seuls les hommes pouvaient disputer un tour de Coupe de France. Donc ce sera la première édition. Une victoire des Tahitiennes à Tahiti pourrait redonner ce nouveau souffle que cherche désespérément la Fédération tahitienne de basketball. Voilà, Elise. Voilà, donc pour nous, ce sera la JSVDT. Ah oui, donc c'est on vrai. espère ainsi que le match se déroule ici, et notamment sur Païta. Comme ça, on pourra aller les encourager. Affaire à suivre. Merci, Jenny. Merci, Elise, et merci à tous. Quant à nous, on retrouve Mara pour notre rubrique La Science et nous. Salut Mara. Salut Elise, bonjour à tous. Le climat se détraque à l'échelle de notre planète. Tu en as déjà entendu parler, Elise. En ce début de siècle, c'est une réalité. Surtout ces derniers temps. Exactement. Alors le changement climatique, c'est un phénomène d'augmentation des températures moyennes des océans et de l'atmosphère à l'échelle de notre planète depuis une soixantaine d'années. Et ce phénomène, il est dû aux gaz qui sont émis dans l'atmosphère en excès par les activités humaines. C'est l'effet de serre, c'est ça? Et oui, mais attention, un effet de serre naturel, c'est vital pour nous. En fait, on vit sur notre planète comme on vivrait dans une serre. Notre atmosphère joue le rôle d'une vitre et les gaz qu'on appelle à effet de serre, donc les GES, en fait, leur rôle, c'est de capter et de retenir la chaleur. C'est grâce à eux, en fait, que la température sur Terre est plutôt agréable, en moyenne 15 degrés sur l'ensemble de la planète. S'il n'y avait pas ces gaz à effet de serre, ce serait invivable. Il ferait extrêmement froid, une moyenne de moins 18 degrés. Donc trop d'effet de serre, c'est pas bon, c'est ça? Voilà, exactement. Trop d'effet de serre, c'est menaçant. Depuis 150 ans environ, la concentration des gaz à effet de serre augmente dans notre atmosphère, donc ils retiennent encore plus la chaleur que ce qu'ils feraient naturellement. Et le résultat, c'est que la température moyenne de notre planète, eh bien, s'élève. On a mesuré une augmentation de 0,74 degrés Celsius depuis 1850. Et c'est ce phénomène en particulier qui entraîne un bouleversement du climat. Alors, ce que je me demande, c'est comment les scientifiques procèdent pour leurs mesures. Alors, tu as raison de te le demander, Elise, parce que c'est pas si simple comme procédé. Alors, pour bien comprendre, je vous propose qu'on aille suivre une équipe qui s'intéresse justement au changement climatique et il s'intéresse plus particulièrement aux forêts. C'est parti. Les forêts sont les poumons verts de notre planète. La journée, les arbres absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène dont nous avons besoin pour respirer. La nuit, c'est le contraire. La forêt produit du dioxyde de carbone. Qu'est-ce que cela signifie pour l'équation climatique mondiale ? Dans cette forêt italienne, les chercheurs du Centre commun de recherche de la Commission européenne ont mis en place une station qui mesure les échanges de gaz au niveau du sol et dans les airs au-dessus des arbres. Ici, nous avons construit une tour de 36 mètres qui dépasse d'environ 10 mètres la canopée. L'idée, c'est de mesurer comment la forêt respire, autrement dit son absorption et son émission de CO2. Les scientifiques grimpent sur la tour pour vérifier et étalonner les instruments. Les capteurs installés recueillent les données pour comprendre comment les changements climatiques peuvent affecter la biochimie de la forêt. Ces instruments mesurent le flux de dioxyde de carbone, d'eau et d'ozone, ainsi que d'autres paramètres comme la radiation solaire totale et la partie du spectre solaire que les plantes absorbent et utilisent pour la photosynthèse. Nos instruments sont situés à hauteur optimale, au-dessus de la canopée, pour mesurer les processus d'échange entre l'atmosphère et l'écosystème de la forêt. Tous les organismes vivants, y compris les plantes et les bactéries au sol,
produisent du CO2, c'est leur métabolisme normal. Avec la lumière du soleil, les plantes convertissent le dioxyde de carbone en hydrate de carbone. Mais la nuit, la photosynthèse s'arrête et le CO2 est en quelque sorte expiré dans l'atmosphère. Ce que nous voulons savoir avec ces mesures, c'est comment ce processus participe à l'évolution des conditions climatiques, si les températures ou la disponibilité de l'eau évoluent, et dans quelle mesure cela a-t-il une incidence sur la capacité des plantes à absorber le CO2 de l'atmosphère. Qu'est-ce que ces mesures montrent exactement ? Les scientifiques vont avoir besoin de plusieurs années d'observation pour recueillir les données qui pourraient montrer comment les forêts perdent progressivement leur capacité à stocker le CO2. Une meilleure compréhension de ce processus devrait aider les gouvernements à prendre des contre-mesures. Notre station est conçue pour un suivi à long terme des flux de CO2. Nous allons pouvoir observer les effets du changement climatique sur l'écosystème forestier sur les 10 prochaines années. Inwiefern sich der Wald als CO2-Senke oder CO2-Quelle im Rahmen der globalen Erwärmung verändert. Un plus grand réseau de ces stations de mesure nous permet de mieux comprendre comment les forêts réagissent au changement climatique. Nous essayons de couvrir toute l'Europe et je l'espère dans l'avenir l'ensemble de la planète. Eh bien oui, on a plutôt donc intérêt à la surveiller, hein, Marin, notre planète. Alors où est-ce qu'on en est au niveau des gaz à effet de serre ? Alors, il faut comprendre en fait que les réactions de notre atmosphère sont lentes. On pourrait comparer en fait le réchauffement climatique à un gros bateau si on voulait. Donc une fois qu'il est lancé, c'est très compliqué et ça prend du temps pour le faire arrêter ou au moins le faire changer de cap. Est-ce que tu savais par exemple que la durée de vie du dioxyde de carbone dans l'atmosphère est de 100 ans ? Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc plus les mesures seront prises sur le tas, et bien entendu il sera plus difficile de limiter le réchauffement. Où est-ce qu'on en est ? Pour éviter que le climat s'emballe, beaucoup de scientifiques recommandent que la température moyenne n'augmente de pas plus de 2 degrés Celsius d'ici 2100 par rapport à 1850. Nous, vu comment on est parti, il faudrait que la quantité de gaz à effet de serre arrête d'augmenter à partir de 2015. Au-delà, les bouleversements pourraient être irréversibles. Alors, quels sont ces gaz à effet de serre ? Bon, je sais qu'il y a le dioxyde de carbone. Oui, alors la plupart d'entre eux existent naturellement dans l'atmosphère en petite quantité. Mais à cause de l'industrialisation et de l'utilisation massive des combustibles fossiles, eh bien leur concentration n'arrête pas d'augmenter. Alors ces gaz, c'est la vapeur d'eau, c'est le dioxyde de carbone, comme tu disais, le méthane, le protoxyde d'azote, l'ozone ou encore les gaz fluorés. Ce sont ceux qu'on retrouve dans les gaz des bombes aérosols. Eux, par contre, ne sont pas présents naturellement dans l'atmosphère. D'accord, mais le principal, on va dire, gaz à effet de serre sera de serre, donc d'origine humaine, c'est bien le CO2. Oui. Donc on entend déjà... On en entend beaucoup parler, exactement. C'est lui, c'est le gaz le plus abondant qui est émis par les activités humaines. En fait, à lui tout seul, il est capable d'assurer les 2/3 de l'effet de serre. Alors, il est dégagé par plusieurs sources, à 75% environ par l'utilisation des combustibles fossiles comme source d'énergie, donc la production d'électricité, les transports routiers et aériens, la fabrication du ciment, le chauffage, l'eau chaude, les engins agricoles. À 20%, c'est la destruction des forêts et à 5%, c'est la fabrication d'engrais et de pesticides et aussi la fabrication de plastique. Les autres gaz, ce sont surtout des conséquences de l'activité humaine moderne. Le méthane, par exemple, il est émis par la digestion des bovins et des autres ruminants dans les élevages intensifs. Voilà, les proutes de vaches, c'est à cause d'eux tous leurs problèmes. Les pauvres vaches, comme si c'était de leur faute. Alors bon, quels sont les principaux risques ? Alors selon les scientifiques, le réchauffement global en cours pourrait atteindre entre 1,1 et 6,4 degrés Celsius d'ici 2100, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup trop. En 100 000 ans, nos ancêtres n'ont jamais rien vu d'aussi rapide. Et attention, il ne faut pas croire qu'une élévation de la température signifierait simplement faire plus chaud.
Non, bien entendu, ça entraîne des bouleversements en chaîne. Donc l'élévation du niveau de la mer. Oui, l'élévation du niveau de la mer qui est due principalement au réchauffement des océans, car il se trouve que plus l'eau est chaude, plus elle prend de la place. Et en plus, on peut y ajouter l'eau aussi qui est due à la fonte des glaciers continentaux. On verra aussi une amplification des phénomènes météorologiques extrêmes, donc les tempêtes, les ouragans, les cyclones, les inondations, les canicules, les sécheresses. La fin du monde d'ailleurs, on commence à le voir dans le monde et même chez nous. Oui, et puis tout ça s'accompagne aussi d'un bouleversement des conditions de vie pour les populations qui ne pourront plus rester dans leur pays à cause de la montée des océans, des famines ou des tempêtes. Pareil pour les plantes, sauvages ou cultivées, qui sait si elles sauront s'adapter ou pas aux nouvelles conditions climatiques, tout comme les animaux d'ailleurs. Réaction à la chaîne, quoi. Et oui, après, je ne vais pas m'attarder, mais il y a aussi des études scientifiques qui démontrent que les écosystèmes, en fait, adoptent des nouveaux équilibres face aux dérèglements qu'on leur fait subir. Bon, on reviendra dessus dans une prochaine émission, c'est un sujet à part entière, mais ça mérite aussi réflexion. D'accord, mais en attendant, que faire? Est-ce qu'il y a des solutions? Il y a toujours des solutions. Il faut changer nos habitudes et s'attaquer aux causes du réchauffement. Il faut qu'on limite au maximum nos rejets de gaz à effet de serre, surtout de dioxyde de carbone. Donc tout le monde doit s'y mettre, chacun à son niveau. Limiter le gaspillage, c'est une des habitudes que l'on doit prendre. Ça peut passer par le recyclage. Je vous propose qu'on regarde l'idée originale qu'ont eu ces chercheurs en Colombie. C'est parti. Que faire des millions de bouteilles en plastique jetées chaque année? Une ONG colombienne, Organismo, a une réponse, les utiliser pour construire des maisons. Pour ce faire, il faut du sable et de la terre, en plus des bouteilles. Les murs sont construits en pisé, une technique traditionnelle de construction associée à une pratique écologique. Cela donne un habitat durable. Il s'agit de se mettre en conformité avec le cycle de la nature en réalisant quel est notre impact. Soit on a une attitude consumériste, on prend, on jette sans se soucier, soit on a une attitude plus réfléchie et on essaie de tenir compte de l'environnement qui nous entoure. L'ONG organise régulièrement des ateliers de formation à cette forme de bioarchitecture. Cela se passe dans les environs de la capitale colombienne Bogota. Les stages durent au minimum 2 semaines, durant lesquelles on se met à l'heure du développement durable. Les participants viennent de plusieurs pays. El 40% des émissions de CO2 proviennent de la construction, de tout ce qui est construit à travers le monde. Nous, architectes, notre métier, c'est justement de construire. Aussi, c'est important de mesurer l'impact des constructions et réaliser combien cela risque de saccager Dame Nature. En fait, nous avons une grande responsabilité par rapport à tout cela. a destruir la madre naturaleza, pues entonces tenemos una gran responsabilidad. Pour assister à un de ces ateliers de formation à l'habitat durable en Colombie, la participation s'élève à l'équivalent de 15 € par jour. Voilà, donc on va faire quand même confiance aux nouvelles générations pour leurs bonnes idées. C'est sûr, c'est très intéressant, je suis d'accord. Et tout le monde peut faire quelque chose. On n'est pas forcé de construire des maisons en bouteilles en plastique pour participer aux efforts que tout le monde doit faire. Donc voilà, faut pas se dire que ça servira à rien. Non, même éviter de prendre sa voiture pour des courts trajets, manger des fruits et légumes de saison au lieu de faire venir des fruits qui ne poussent pas ici, ça peut déjà faire pencher la balance. Allez, si tout le monde s'y met, on peut sauver notre planète. Mais oui, on peut. On serait moins, donc, on va dire, des gaspilleurs. On sera plutôt des gens qui respectent un peu la planète, notre nature. Merci, Mara. Merci à toi, Élise. Merci à tous. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Demandez le programme. Salut Chloé. Salut Elise, salut à tous. Alors pour les sorties cinéma prévues ce mois-ci, on commence donc avec ce film qui est un thriller interdit aux moins de 12 ans. Il s'agit d'un thriller policier réalisé par Scott Frank intitulé Balade entre les tombes, avec Liam Neeson. Alors de quoi ça parle? Donc le film est basé sur une nouvelle écrite par Lawrence Block qui fait partie donc du 10e roman des aventures de Matt Scudder. Donc Matt Scudder, c'est un ancien flic qui est devenu détective privé et donc il est engagé par un trafiquant de drogue pour retrouver donc les gens qui ont assassiné violemment sa femme, qui l'ont enlevée et violemment assassinée. Donc Scudder va devenir, il va commencer à enquêter donc sur ce crime et il va se rendre compte que c'est pas le premier crime sanglant qui frappe donc les puissants du milieu et il va alors se lancer dans la traque de ces monstres qui ont
commis donc ces crimes atroces jusque dans les plus effroyables bas-fonds de New York, espérant donc les trouver avant qu'ils ne frappent de nouveau. Et cet ancien flic devenu détective est donc interprété par Liam Neeson, que l'on a l'habitude de voir d'ailleurs dans ce genre de rôle maintenant, notamment avec Taken, qui donc ont eu pas mal de succès. Oui, Élise, alors au début du projet, c'était Harrison Ford qui était pressenti pour ce rôle, pour jouer donc le personnage principal. Et puis finalement, le choix s'est porté sur Liam Neeson. Et donc l'auteur du roman est d'ailleurs très content de ce choix, puisque Liam Neeson était en fait figuré au sommet de sa liste des acteurs capables d'incarner ce personnage. D'accord, donc le décor est planté, l'intrigue se déroule à New York. Voilà, alors le film a été entièrement tourné à New York City. Donc les scènes filmées à Brooklyn, au Greenwood Cemetery et Sunset Park et Clinton Hill furent véritablement tournées sur place. Tout comme les séquences qui ont été tournées dans le Queens et sur Manhattan. Voilà, donc le tournage s'est déroulé dans des conditions météorologiques un peu catastrophiques. C'était en plein hiver, donc avec des températures glaciales. C'était assez pénible apparemment pour l'équipe. Et donc les enregistrements ont par moments été interrompu à cause des conditions météo, à cause de la neige qui tombait sur les plateaux. Et donc la scène la plus difficile a été celle tournée dans le cimetière de Greenwood. Elle a nécessité 8 jours de tournage et le cimetière n'étant pas éclairé, tourné dans un tel endroit en pleine nuit en plus, a provoqué quelques frayeurs chez les techniciens. C'est sûr que ça ne doit pas être rassurant. D'ailleurs, moi, je ne mettrai pas mes pieds dans un cimetière la nuit. Alors parle-nous justement du casting. Qui est-ce qu'on retrouve dans ce film? Alors, comme je te le disais, donc, le personnage principal de Matt Scudder est interprété donc, par Liam Neeson. Et puis, Ruth Wilson était supposée jouer le rôle de Jo Durkin, la coéquipière de Scudder. Et après que l'actrice a tourné donc, toutes ces scènes, Scott Frank, le réalisateur, a décidé de la couper au montage. Donc, il pensait en fait que ce serait plus intéressant de faire de Matt Scudder un héros solitaire. Et donc, c'est comme ça que 20 minutes du film ont été supprimées. Ah oui, donc il est radical, ça casse. Alors la pauvre, elle aura tourné pour rien et ça doit être un peu vexant quand même. Oui, mais bon, ce sont les aléas d'un processus de réalisation d'un film. Parfois, le scénario est revu, des personnages disparaissent ou apparaissent au cours de la réalisation. Et il y a d'ailleurs une jeune star dans le casting également, Brian Bradley, aka Astro, qui est donc un jeune comédien qui interprète TJ, le jeune sans-abri que Scudder prend sous son aile. Alors lui, par contre, il n'a pas été coupé au montage. D'accord, je vais peut-être un peu je vais me passer pour une ignorante, mais qui c'est en fait? Alors, c'est normal en fait. Tu peux nous parler de lui? Donc, il est surtout connu aux États-Unis par les gens qui suivent l'émission X Factor. Est-ce que tu sais ce que c'est X Factor? Oui, c'est quand il repère les jeunes talents. En fait, exactement. Voilà, donc c'est un télécrochet, une compétition musicale donc télévisée qui est destinée donc à dénicher de nouveaux talents. Et donc Brian Bradley a fait partie de ces nouveaux talents. Il s'appelle d'ailleurs Astro sur scène. Okay, je comprends. Il a participé donc à la session 2011 et donc le public a littéralement craqué pour lui. Et c'est comme ça que ce jeune rappeur donc s'est fait remarquer et qu'il est devenu par la suite donc acteur. On lui a proposé différents rôles. On l'a vu notamment dans Echo, un film qui est sorti récemment. Et puis pour le moment, je vous propose de découvrir donc la bande-annonce. Scott Frank nous emmène en balade entre les tombes. Un soir où j'étais pas de service, je suis allé dans ce bar où les flics payent jamais pour boire un coup. Des mecs sont entrés pour braquer le patron. Je les ai poursuivis dans la rue. J'en ai tué 2. Et j'ai touché le 3e à la jambe. Comment ça se fait que t'es plus flic? Malheureusement, dans la fusillade, une balle perdue a touché un innocent. Vous êtes détective privé? J'ai pas de licence. Je rends service aux gens. Et en retour, ils m'offrent des cadeaux. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a kidnappé ma femme. J'ai payé, mais ils l'ont quand même tué. Je veux que vous trouviez les salauds qui ont fait ça et que vous me les ameniez. Ceux qui ont enlevé votre femme n'ont pas tiré votre nom dans un chapeau. Ils la suivaient et connaissaient votre emploi du temps. C'était pas leur première fois. Et ils recommenceront. Si j'ai bien compris, il y a un nouveau joueur dans la partie.
Je ne l'ai jamais touché. C'est des deux autres dont vous devez vous inquiéter. Ce sont des obsédés. Ce sont des monstres. Ils sont pas humains. Où je peux les trouver? Les gens se trompent de peur. Une fois dans la camionnette, ils sont démembrés. Vous avez déjà vu un truc pareil? Non, jamais. Voilà, donc thriller interdit au moins de 12 ans, information importante, je le rappelle. Et on poursuit avec une autre sortie de novembre. Oui, alors The November Man, c'est le titre de ce film d'espionnage réalisé par Roger Donaldson avec Pierce Brosnan, Olga Kurylenko et Luke Bracey. Donc ce film est inspiré du roman de Bill Granger intitulé There Are No Spies, qui est donc le 7e tome de la série des livres The November Man du même auteur. Donc près de 30 ans après sa première publication en 87, le roman a été réédité pour accompagner la sortie du film en salle. Alors raconte-nous un peu cette histoire d'espionnage. Alors Peter Devro, c'est un ex-agent de la CIA qui est réputé donc pour son efficacité et aussi pour avoir un passé un petit peu trouble. Donc il est contacté pour assurer la sécurité d'Alice Fournier, qui est responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés et qui donc s'apprête à témoigner et dont le témoignage pourrait compromettre l'un des favoris à l'élection présidentielle de Russie. Donc Devro comprend rapidement qu'il a été manipulé et qu'il est devenu la cible de son ancien élève David Mason. D'accord, donc il n'y a pas pire ennemi que celui que l'on a formé. Alors l'histoire se déroule en Russie. Est-ce également le lieu de tournage de ce film? Alors The November Man a été tourné non pas en Russie ni à Berlin, qui sont effectivement les lieux où se déroule l'histoire dans le livre, mais entre la Serbie et le Monténégro. Donc le film contient également des séquences qui ont été tournées dans le cratère du volcan, le mont St. Helens, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Et donc Pierre Brosnan, si je prononce bien, qui a quand même endossé le rôle du célèbre agent 007 qu'on connaît tous. Donc pendant plusieurs années d'ailleurs, revient à l'espionnage avec ce film. Voilà, donc c'est vrai qu'on le connaissait beaucoup sous les traits de James Bond. Il a été donc James Bond de 95 à 2002. Donc il a commencé en 95 avec le film GoldenEye. Demain ne meurt jamais en 97. Le monde ne suffit pas en 99. Et le 4e et dernier, Meurt un autre jour en 2002. Donc c'est d'ailleurs de manière assez brutale et inattendue qui s'était vu retirer ce rôle avec l'avènement donc de Jason Bourne, alors qu'il était sur le point de signer pour un 5e opus, estimant qu'il avait encore un peu de réserve et puis des choses à dire dans ce genre de film, ce film d'espionnage qu'il aime beaucoup, avec lequel il a beaucoup... Il a mis beaucoup d'énergie, et donc grâce à ce film, il revient à l'espionnage, et donc The November Man, j'ai du mal, c'est un projet de longue date. Donc le film a été produit par Bo Sinclair et Pierce Brosnan lui-même, avec leur maison de production, Irish Dreamtime. Donc les deux compères avaient déjà tenté d'adapter le roman de Bill Granger en 2005, un peu de temps après qu'il ait dû ranger son costume de James Bond au placard, et donc le tournage qui était censé démarrer l'année suivante a finalement été annulé, faute de réalisateur. Et donc c'est en 2012 seulement, puisque Bo Sinclair a conservé les droits d'adaptation du livre, c'est en 2012 seulement qu'ils ont trouvé un réalisateur, en la personne de Roger Donaldson, qui s'est porté donc volontaire pour assurer ce projet. Donc Chloé, tu as oublié de dire aussi que cet acteur a beaucoup souvent tourné avec des femmes. Ça, on le sait. En tant que James Bond. En tant que James Bond, voilà. Et c'est un travail, pour revenir au film, c'est un travail de longue haleine. Ça demande beaucoup de temps de préparation parfois les projets de films. Alors tu crois pas si bien dire, les scénaristes Michael Finch et Karl Gajdusek, je vais y arriver, ont mis 5 années pour élaborer le scénario de ce film. Donc 5 années durant lesquelles ils se sont renseignés, se sont documentés sur la situation politique des années 80, parce qu'il fallait l'adapter à l'époque actuelle, du coup, cette nouvelle. Et donc ils ont lu aussi les 13 volumes des aventures du November Man. Et donc c'est ce même tandem qui avait rédigé déjà le script du film Oblivion, film de science-fiction dans lequel Olga Kurylenko tenait déjà le premier rôle féminin aux côtés de Tom Cruise. Voilà, donc pour l'heure, je vous propose de regarder la bande-annonce de November Man ce mois-ci dans les salles.
Une balle se déplace à plus de 1200 mètres par seconde. C'est 4 fois la vitesse du son. L'efficacité à une telle vitesse est absolue. C'est simple. Tu cesses d'exister. Si je me charge de ta formation, tu devras te rappeler une chose. L'amour n'a pas sa place dans nos vies. Peter, il faut que tu vois ça. C'est Alice. Elle détient des informations sur l'agence. Ils tueront pour que ça reste secret. Courez! Vite! Couvrez l'arrière! Gardez le contact visuel! C'est Evro. Je sais qu'il vous a formé, mais s'il est avec elle, il est contre nous. L'ordre est de l'éliminer. Vous avez un problème avec cet ordre? Je fais ce qu'on me dit de faire, monsieur. Décris-moi ta cible. Sexe masculin, vieux, a été compétent. A été. Tu tires le meilleur de moi. Ce gamin, c'est le tueur le plus doué que j'ai jamais formé. C'est sûrement le meilleur ami que j'ai eu. Tous vos amis essaient de vous tuer. Un jour ou l'autre. Tu sais comment on t'appelait? Novemberman. Parce que partout où tu passais, rien ne survivait. Voilà, donc beaucoup d'actions encore dans nos salles. Et qu'est-ce qui se passe du côté de La Foi et de Boré-Chloé? Alors, cette semaine à La Foi, suivez La légende de Manolo, film d'animation de Jorge Gutiérrez avec les voix de Diego Luna, Zoé Saldana et Channing Tatum. Donc, une séance est programmée aujourd'hui à 17h30 et l'autre ce samedi 22 à 17h30 également. Et donc, dès demain, c'est Gone Girl qui est à l'affiche, thriller américain de David Fincher avec Ben Affleck et Rosamund Pike. Donc, la séance est prévue donc demain jeudi à 17h30 et puis samedi 22 à 19h30. Et puis on passe au cinéma de Bourail où aujourd'hui et samedi 22 on peut voir le drame romantique de Josh Bourne, Nos étoiles contraires, qu'on a déjà présenté, que vous pourrez donc aller voir au cinéma. Et puis demain, jeudi 20 et vendredi 21, retrouvez donc la comédie romantique de Tony Marshall, Tu veux ou tu veux pas, avec donc Patrick Bruel et Sophie Marceau. Merci Chloé. À bientôt. Avec plaisir, merci à tous, à très bientôt. Allez, on retrouve notre amie Camille pour notre rubrique Grandeur Nature. Alors, bonjour Camille, aujourd'hui on parle reproduction, c'est ça? C'est ça, bonjour Elise, bonjour à tous. On va parler de la reproduction des chevaux. Je vous emmène à l'étalonnerie de la Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est quoi une étalonnerie? Eh bien, une étalonnerie, c'est une sorte d'écurie d'étalons où pendant 6 mois de l'année, eh bien, les juments vont défiler pour s'accoupler. D'accord. Alors, en Nouvelle-Calédonie, le lieu existe depuis 2003. Il a été créé eh bien, pour faciliter l'accès à la génétique. Ok. Alors, je m'explique. À l'étalonnerie, les éleveurs vont emmener leurs juments et vont pouvoir choisir eh bien, parmi les races présentes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs mâles présents. Ou sinon, ils choisissent l'insémination artificielle par spermatozoïdes congelés. Et là aussi, eh bien, les éleveurs peuvent bénéficier eh bien, d'un large choix de géniteurs mâles. Et c'est à quelle période de l'année qu'on emmène les juments? Eh bien, c'est maintenant. En fait, entre septembre et février de l'année suivante, les juments sont en chaleur. Donc, elles sont emmenées à Bourail à ce moment-là. Il faut savoir qu'en moyenne, chaque année, il y a 70 à 80 juments qui vont être fécondés. Et en majorité, ça se fait par monte naturelle avec un pur sang, avec un étalon pur sang. Et j'imagine qu'on va aller faire un tour pour voir tout ça. Exactement, on va aller faire un tour. J'ai passé une matinée avec l'équipe de vétérinaires sur place et j'ai assisté à plusieurs manipulations. Donc, procédure, technique, vous allez tout savoir sur l'étalonnerie de la Nouvelle-Calédonie. Regardez. Le propriétaire de la jument. Ah oui. Donc chaque jument, on les prend en photo à l'arrivée, pour nous d'abord, et puis pour être sûr en fait de leur état corporel, si elles maigrissent, par exemple si les propriétaires éventuellement se plaignent si elles ont maigri ou quoi, ça nous permet d'avoir une photo objective et non pas qu'un regard subjectif. Voilà.
Donc là, on a une jument qui vient juste d'arriver, qui est une jument qui a un petit peu d'âge, donc qui a l'habitude des étalons. Donc là, on la passe au souffleur dans un premier temps pour voir si elle présente des signes de chaleur. Là, la jument semble en chaleur, elle vient d'uriner, elle lève la queue, donc c'est plutôt bon signe. Donc là, on va la passer immédiatement dans la barre et faire un examen échographique. C'est la première chose qu'on vérifie. Si la vétérinaire aujourd'hui en place, elle estime que la jument est trop sale, qu'elle a un problème à l'utérus et qu'elle ne pourra pas prendre un poulain rapidement ou qu'elle nécessite des soins qui vont prendre du temps, la jument, on lui demande de repartir et de revenir éventuellement quand elle aura suivi les traitements qu'il faut. Si une jument est méchante, si une jument on ne peut pas l'attraper facilement et que c'est une perte de temps trop importante pour l'équipe en place, on demande également à l'éleveur d'éduquer un petit peu plus les juments pour ne pas faire perdre de temps à l'équipe. Elle a eu combien de poulains cette jument-là? 7. 7. Oui, ça commence à être une carrière vraiment. Donc ici, je suis sur l'ovaire gauche. Donc là, on a un petit follicule. C'est le rond noir en fait qu'on voit. Donc ici, on vérifie qu'il n'y ait pas de signe d'infection utérine visible, parce que c'est pas toujours très évident. Et là, je suis sur l'ovaire droit où on n'a pas une activité importante. Donc cette jument, elle est en début de chaleur. Donc c'est bien parce qu'on va pouvoir sans doute la saillir à la fin de la semaine. Donc ça nous va, c'est très bien comme ça. Donc là, elle va être mise au paddock avec d'autres juments. Donc on essaie de faire des lots de juments homogènes. Là, bon, c'est une jument qui a un peu d'âge, un peu de métier, qui est gentille. Donc ça ne va pas être difficile de l'intégrer à un autre lot. L'étalonnerie, ça permet de faciliter l'accès à la génétique. En ce qui concerne la monte naturelle, il y a beaucoup d'étalonniers privés qui ont un certain nombre d'étalons, mais on offre aussi une nouvelle génétique et dans plusieurs races différentes. Donc il y a un étalon Quarter Horse qui appartient à la Chambre d'agriculture, Tassioc, et à l'Upraïkin, nous avons un poney, Falco des Movies, un trotteur King du Pertois, un pur sang arnaqueur et un sel français Frisson de Balme. Donc déjà, rien qu'en monte naturelle, on offre aux éleveurs et aux personnes qui sont éventuellement intéressées un panel de races différentes pour toutes les activités que les éleveurs peuvent faire en Calédonie. Et la typicité aussi que les étalonnés ne peuvent pas faire et que certaines cliniques privées font aujourd'hui, c'est l'insémination artificielle. Donc l'utilisation de doses congelées qui viennent principalement encore de métropole, mais de plus en plus d'Australie et dans quasiment toutes les races, sauf prohibition complète pour le pur sang, et on n'a pas non plus de trotteurs. Mais on a énormément de sel français et on a de plus en plus de races américaines comme le Quarter Horse, la Palooza et le Paint Horse. Donc là, j'arrive dans le labo où sont stockées les paillettes, donc la semence congelée. Donc là, aujourd'hui, je voudrais vérifier, j'ai des paillettes qui ont un certain âge, qui ont environ 15 ans, et je vais en décongeler une ou deux pour m'assurer que la semence est encore correcte. Donc ici, il s'agit de paillettes d'un poney, donc qui sont stockées dans la cuve numéro 2. Ici, j'ai un plan de cuve où je marque évidemment à chaque fois où je mets mes paillettes et de quelle couleur elles sont. Donc ici, il s'agit de paillettes vertes. Donc là, ici, je vais décongeler une paillette dans un bain-marie à 37 degrés pendant 30 secondes. Alors ici, on travaille en semences congelées, c'est-à-dire que les étalons sont récoltés dans des stations spécialisées. Donc l'étalon, en fait, va être récolté avec un vagin artificiel, c'est-à-dire qu'il va aller sur un mannequin. On va récolter la semence
Elle va être ensuite purifiée, centrifugée pour concentrer le nombre de spermatozoïdes qui vont être ensuite dilués à des produits qui vont permettre la congélation, la stabilisation des spermatozoïdes dans l'azote liquide et donc à partir de là, ils peuvent être transportés dans le monde entier. C'est le gros avantage de la semence congelée, c'est qu'on s'affranchit de déplacer les chevaux et on n'a plus qu'à déplacer des paillettes. Ça permet aussi pour des chevaux, par exemple, qui sont en compétition et qui ont une carrière sportive importante, de pouvoir être étalons sans être présents. C'est-à-dire qu'on va les récolter pendant la saison creuse où il n'y a pas de compétition et les juments vont être inséminés parce que malheureusement, souvent la saison de monte, c'est-à-dire la saison où les juments sont en chaleur, ça correspond souvent à la saison de concours. Donc le cheval, il ne peut pas faire les deux. Donc on va le récolter pendant l'hiver, stocker la semence et on va pouvoir inséminer ce jument pour la saison. Donc c'est quand même un gros avantage. Donc ici, on observe au microscope au moment de la décongélation, donc on doit avoir au moins 30% des spermatozoïdes qui se remettent à bouger de façon, on va dire, active. Et ici, par exemple, j'ai des très bonnes doses puisque j'ai au moins 70% des spermatozoïdes qui ont une très bonne mobilité. Donc ça veut dire que mes doses, malgré leur âge et malgré, parce que c'est des doses qui ont été importées de France, elles ont bien été conservées. Donc il n'y a pas de souci pour les utiliser sur des juments et obtenir de bons résultats. Et ben, ici c'est une jument qui est suivie pour une insémination en semences congelées. Donc on fait un suivi échographique pour essayer d'ailleurs de voir quand est-ce que la jument va ovuler, parce qu'avec la semence congelée, il faut inséminer vraiment au moment de l'ovulation. Donc on va regarder à l'échographie les ovaires, sur lesquels on va voir des follicules, donc qui contiennent... Alors, attendez. Donc on va voir les follicules et en fonction de la taille du follicule, on peut prédire approximativement la date de l'ovulation. Et plus on se rapproche, plus le follicule grossit, plus on va suivre la jument de façon rapprochée. C'est-à-dire d'abord tous les jours, ensuite matin et soir, et vraiment sur la dernière journée, on va la suivre 3 à 4 fois par jour pour inséminer vraiment au bon moment. Donc, ici, le rond que vous voyez ici, ça c'est l'utérus qui est en coupe transversale. Et là, c'est un utérus dans lequel il y a un peu d'œdème. Vous voyez, ça fait comme des quartiers d'orange. Donc ça, c'est l'utérus d'une jument qui est en chaleur. Donc on va pouvoir inséminer bientôt. Ici, je suis sur l'ovaire gauche. Et le gros rond noir que vous voyez, c'est le follicule. Elles ovulent sur des follicules d'environ 40 à 45 mm. Donc là, vous voyez, on a 40 mm. Donc cette jument-là, on va commencer à la suivre de façon rapprochée pour pouvoir l'inséminer au plus proche de l'ovulation. Donc l'insémination en sperme congelé, les différentes étapes, une fois qu'on a préparé la jument et qu'elle est prête à ovuler, on va prendre nos paillettes dans l'azote liquide, les décongeler dans le bain-marie à 37 degrés pendant 30 secondes. Une fois que la semence est décongelée, en fait, on va inséminer la jument. Donc l'acte d'insémination va introduire une sonde dans l'utérus de la jument et déposer vraiment la semence avec une petite seringue donc la semence va être déposée directement dans l'utérus de la jument. Et ensuite, donc on peut répéter cette opération 1 à 2 fois avant et après l'ovulation. Donc c'est un acte technique qui est finalement assez simple, mais où il faut être très rigoureux au niveau de l'hygiène et vraiment toujours ce fameux moment d'insémination. On a Vésalie qui est aussi une jeune jument pur sang qui va également être passée au souffleur parce qu'elle doit être saillie aujourd'hui. Donc elle a déjà eu un suivi échographique, on sait qu'elle est en chaleur et qu'elle a un bon follicule. Donc avant de la présenter à l'étalon, on va s'assurer qu'elle a un comportement de jument en chaleur. Donc là voilà Falco, notre vaillant souffleur. Vous voyez, la jument lève la queue, si vous regardez, elle
elle émet des jets d'urine et elle se campe. Donc ça, c'est vraiment un comportement de jument en chaleur. Donc là, Falco va être remis au pré et on va préparer la jument, la nettoyer et aller chercher arnaqueur pour la saillie. Donc, on va mettre une bande de queue pour que tout reste propre et éviter que les crins ici aillent se coincer dans la vulve de la jument lors de la saillie. Et ensuite, on va nettoyer toute l'air, donc la vulve et la pointe des fesses de la jument pour que lors de la saillie, il n'y ait pas de contamination par éventuellement par exemple des petits morceaux de crottin qui traîneraient ou des choses comme ça. La demoiselle est prête. Donc là, on va l'emmener dans la salle de monte. Et on va prévenir l'étalonnier que la jument est prête afin qu'il amène arnaqueur. Les éleveurs ils choisissent les talons en fonction de l'objectif qu'ils veulent faire au niveau sportif ou au niveau modèle. Ça peut être aussi un choix financier parce que en monte naturelle c'est moins cher qu'en insémination artificielle parce qu'en insémination il y a le coût à l'étalonnerie de le fait d'amener la jument et en plus à rajouter à ça la dose qu'il faut payer pour pouvoir utiliser la semence en congelé. Alors qu'avec un étalon en monte naturelle, il y a juste un prix, c'est les 65 000 francs de pension pour l'étalonnerie. J'ai fait ce choix-là parce que arnaqueur, il faut savoir que c'est un cheval de distance et que moi c'est une jument de vitesse et que en Calédonie en ce moment on a des courses de vitesse, on n'en a pas tellement. On va plutôt sur la distance, alors que donc c'est des chevaux de distance qu'il nous faut, quoi, des chevaux moyens, quoi, pour d'essayer d'avoir un cheval pour pouvoir faire une coupe large, quoi. On essaye toujours, c'est toujours ce qu'on espère, mais bon, qu'on espère plutôt, mais bon, c'est pas facile, quoi. Ça s'est bien passé? Oui, oui, super. On l'avait déjà sailli une première fois hier. Ouais. Et donc là, on l'a ressailli aujourd'hui très très bien. Donc en espérant qu'on va la revoir dans 2 jours, voir si elle a ovulé. Voilà. Bon, c'est excellent. Je suis bien content parce que j'avais un peu peur sur cette jument. Écoutez, là, on va espérer qu'elle remplisse du premier coup. Voilà. Rapidement. C'est le principal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec les chevaux? Ils partent, ils rentrent chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Alors, pas tout de suite. Il y a d'abord un premier diagnostic de gestation. Ça se fait 14 jours après l'accouplement. Ça se fait par échographie par voie transrectale. Donc, si c'est bon, eh bien, la jument va être revue 15 jours après encore pour voir s'il y a présence ou non d'embryon. Et si c'est bon, eh bien, là, elle va pouvoir rentrer chez son propriétaire. Et le propriétaire, lui, aura la chance d'accueillir un poulain. Voilà, 11 mois plus tard. Alors, l'étalonnerie de Bourail, c'est la seule solution pour la reproduction? Alors non, il y a en fait en Nouvelle-Calédonie 41 étalonniers privés, ce qui représente à peu près 61 étalons potentiels, dont 20%. Et je me souviens bien, une fois, tu nous avais dit qu'on estimait à 15 000 le nombre de chevaux sur le Caillou. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de naissances. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Alors, j'ai des chiffres pour 2012, parce que les poulains de 2013 ne sont pas tous nés encore. Donc, en 2012, il y a eu 381 saillies au total, dont 26 par insémination artificielle. Et il y a eu 247 poulains qui
sont nés. Donc, en majorité, les éleveurs préfèrent la monte naturelle. D'accord. Quels sont les prix pour une insémination Alors, l'insémination, c'est une pension qui coûte pour le cheval 55 000 francs. Et après, il faut compter le prix de la paillette. Et là, le prix de la paillette va varier suivant la cote de l'étalon. C'est-à-dire que si un étalon est bien classé, s'il il est bon en course, s'il a du potentiel, il va coûter plus cher. Donc, les prix peuvent varier entre 50 000 à 200 000 francs. Donc ça, c'est pour l'insémination artificielle, et pour une monte naturelle, c'est en moyenne 65 000 francs. D'accord. Et bon, bien, merci pour toutes ces informations détaillées. Donc, on se retrouve pour une prochaine chronique. Voilà, merci Elise. À bientôt. Voilà, c'est avec cette chronique que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tata à tous.